Je vous souhaite la bienvenue à notre dernière séance de la journée. Venez participer à la conversation, élaborer un système de soins de la santé plus robuste. Alors, au bout d'un an de Covid, il y a beaucoup de choses à dire en matière de résilience. Vous allez voir Ross Wallace, principal à Santé Health. Il a créé et lancé la Resilience Healthcare Coalition, qui est un partenariat qui vise à renforcer les systèmes de santé canadiens alors que l'on commence à sortir de la Covid-19. Dr. Darren Brenner, qui est épidémiologiste à l'Université de Calgary. Nous avons Dr. Anna, euh, qui est clinicien à l'Institut ontarien de recherche sur le cancer, et Barry Stein. Nous allons commencer par Ross, qui va nous présenter une brève vidéo. Ensuite, les participants à la discussion rejoindront Ross et parleront de leur point de vue sur la situation, les problèmes rencontrés par les patients de cancer colorectal dans la situation actuelle et comment préparer notre système pour l'avenir pour qu'il soit plus robuste. Nous serons heureux d'avoir vos contributions et vous pouvez le faire en utilisant le clavardage en haut à droite de l'écran. Ensuite, petite séance de questions-réponses afin de pouvoir échanger sur ces différents points. Ross, vous avez la parole. Merci beaucoup Dominique, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de pouvoir animer cette session avec 3 autres personnes tout à fait distinguées. Comme vous l'avez entendu un nombre de fois pour des dernières sessions et aussi pendant la conférence, il s'agit d'engager, d'éduquer, d'autonomiser les gens et je suis sûre que l'on va pouvoir parler de ces 3 points pendant la session. Barry est là, nous avons également Tim et Darren qui vont faire part de leur point de vue. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est atteindre 2 objectifs. Tout d'abord, parler un peu de la façon dont les patients ont été impactés pendant l'année Covid-19 pour ce qui est de leur traitement. Bien entendu, il y a eu des choses négatives et nous entendrons parler tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a aussi eu des innovations et des réponses que l'on doit protéger, que l'on doit étendre et des choses qui se sont produites en vue de la situation avec la Covid-19. La deuxième chose que je souhaite faire, c'est voir ce qu'il faut encore changer, ce que l'on peut faire pour reconstruire en mieux, quels sont les écarts qu'il faut encore combler. Et vos idées sont les bienvenues quant à la façon de mieux combler ces lacunes. Donc nous avons une occasion incroyable de rendre le système plus robuste, plus résilient, en tirant les leçons de cette pandémie et en mieux comprenant quels sont les problèmes que nous souhaitons résoudre tous ensemble. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer une petite vidéo qui, je pense, explique bien la situation, quels sont les défis, les opportunités. Et ensuite, nous reviendrons aux participants à la discussion. La meilleure façon de battre le cancer, c'est de traiter le patient le plus tôt possible dans la maladie. On veut les traiter rapidement, alors qu'ils sont encore à un stade précoce. Pour un grand nombre de patients, eh bien, avec le Covid, il n'y a plus eu de dépistage. Du fait des interruptions dans les programmes de dépistage, les gens ont raté leur chance d'avoir un diagnostic précoce et malheureusement, ils ont été diagnostiqués alors que le cancer était déjà à un stade avancé. Parmi mes patients, les délais d'attente étaient plus longs que d'habitude pour obtenir un diagnostic de cancer et cela signifie qu'il a fallu aussi plus de temps qu'en temps normal pour avoir l'évaluation et les traitements nécessaires. Il est très important pour le système de soins de santé d'être prêt pour la prochaine crise. Il faut que l'on soit innovant, qu'on collabore, qu'on ait des solutions efficaces, plus de technologie, de collaboration. Il faudra que nous travaillions tous ensemble pour pouvoir être prêts à affronter la prochaine crise qui se produira certainement. Et il faut commencer dès maintenant. Alors, effectivement, c'était une vidéo tout à fait puissante et je suis contente que Tim et Darren soient là aussi avec nous aujourd'hui. Ils vont nous faire part de certaines de leurs idées et vraiment, ils appellent à agir. Il faut se préparer pour être prêt face à la prochaine crise. Alors, on a parlé de collaboration et je pense que c'est vraiment le moment pour écouter Barry qui va nous parler de l'importance de la collaboration, des défis que nous avons tous rencontrés
et de la vision de Cancer Colorectal Canada pour ce qui est de l'avenir. Merci Rosa, merci Dominique pour avoir vraiment merveilleusement introduit cette session. Nous allons parler de la résilience du système de soins de santé. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on veut un système de santé qui puisse résister à un choc tel que celui de la Covid-19. Mais ça va plus loin que ça. Nous avons tous été impactés par la Covid-19. La pandémie a eu un impact considérable sur notre système de soins de santé, quelque chose que nous n'avions jamais vu, et nous étions mal préparés. La plupart d'entre nous avons été affectés personnellement, et de même que les membres de notre famille. Souvent, il a fallu aller à l'hôpital seul, faire des tests, des traitements seul, et malheureusement, dans de nombreux cas, un grand nombre d'entre nous sont morts seuls. Donc il y a eu des retards pour ce qui est des rendez-vous de suivi, parfois des rendez-vous virtuels. Alors parfois c'était bien, parfois forcément pas autant, pas aussi bien. Les traitements ont été changés, modifiés, et on ne savait pas forcément quel serait l'impact de ces changements. Les chirurgies ont été retardées, suspension des accès l'accès aux essais cliniques. Et donc les conséquences vont se faire ressentir pendant longtemps. Et bien entendu, l'objectif c'était de nous garder en sécurité, et c'était aussi dû au fait que les professionnels de santé ont dû aller travailler en urgence pour soigner les patients atteints de la Covid-19, et nous les en remercions chaleureusement. Néanmoins, nous n'étions pas prêts, et le système était déjà sous pression, même avant la Covid-19. Il y avait déjà des pressions sur le système, difficultés d'accès au traitement, des retards pour les coloscopies, des retards pour d'autres tests. Nos travailleurs dans la santé, en fait, ont été submergés. Ce n'était pas de leur faute. Le système nous a tous abandonnés d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la pandémie sur le dépistage et le traitement du cancer. Il est important de voir où nous en sommes et de comprendre ce qui s'est passé. Et eux aussi ont des idées à suggérer quant à la façon dont on peut changer les choses pour les améliorer. Mais c'est à nous aussi, en tant que patients et proches aidants, c'est à nous d'expliquer l'impact de la pandémie sur nous tous et de fournir des solutions afin que notre voix, nos voix, soient entendues. Le défi, c'est de travailler avec les prestataires de soins de santé pour mettre en place un système plus résilient. Pas uniquement pour pouvoir résister à un impact tel que celui de la Covid-19, mais s'assurer aussi qu'il y ait des changements structurels afin de rendre nos systèmes plus forts, et notamment le système de prise en charge du cancer. Je sais que c'est possible parce que nous avons appris et nous continuons à apprendre de cette expérience. On voit des opportunités dans le domaine de la santé virtuelle, par exemple, meilleure organisation des rendez-vous, des essais décentralisés, permettre aux patients de recevoir leur traitement, leurs tests dans d'autres endroits, en dehors des centres cancéreux, le partage des données aussi en temps réel. Et il y a toutes sortes d'autres choses que l'on peut faire. Comme je vous le disais, alors que nous allons continuer à travailler pour créer un système plus résilient, nous allons devoir agir. Si vous pensez que votre contribution ne compte pas, que votre voix seule ne compte pas, eh bien, essayez d'aller passer une nuit toute seule dans une chambre avec un moustique. Vous verrez, il aura votre attention. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et je suis certain que vous pourrez tous contribuer. Donc parlez de la façon dont la pandémie a impacté votre prise en charge. Donc allez voir notre section plaidoyer sur le site internet de notre organisation, prêt pour le prochain tour. Et vraiment, je compte sur vous pour vous joindre à la conversation. Et donc maintenant, nous allons écouter le docteur Brenner et le docteur Anna. Bien, merci beaucoup, Barry. Merci d'avoir aussi donné votre point de vue pour insister sur le fait qu'il fallait que les patients se fassent entendre, pas en tant qu'individu, mais en tant que groupe. En fait, c'est ça qui fait changer les choses. Lorsque les gens partagent leurs idées, c'est comme ça qu'on peut améliorer les choses. On fait part aux décideurs politiques parce que ce sont eux qui vont changer le système. Alors, on a parlé de défis structurels, de changements structurels. Les défis ont été exacerbés par la Covid-19 et il faut mettre en place des changements pour s'assurer que ce que l'on créera par la suite sera bien meilleur que ce qui existait avant la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre point de vue concernant ces défis?
Ces opportunités, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Ross. Merci. Alors, en tant qu'épidémiologiste, je mène des études pour comprendre les risques du cancer colorectal et de voir ce qu'on peut faire en matière de dépistage. Il y a eu la pandémie en Alberta, où je vis, et dans la plupart des provinces du pays, un grand nombre d'actes ont été arrêtés, y compris la colonoscopie et les tests fécaux. Et donc, on savait que cette interruption aurait un impact sur les avancées. Et on voit déjà l'impact sur les dépistages au niveau des populations. On a essayé de comprendre à quoi ressemblerait cet impact afin de voir la situation pour l'ensemble du Canada. On a un partenariat avec le partenariat contre le cancer pour voir quels sont les différents scénarios liés à ces interruptions de dépistage en raison de la pandémie. Donc, si on commence à réfléchir à quels seraient ces principaux impacts, on s'est dit qu'il y aurait 3 impacts principaux sur les programmes de dépistage. Alors tout d'abord, un grand volume de rendez-vous ratés ou annulés. Ces rendez-vous, alors, soit seraient annulés tout simplement, ou alors reportés. Il y a aussi la question de la rouverture après ces vagues. Eh bien, on ne pouvait fonctionner qu'à capacité réduite pour ce qui est des colonoscopies ou des cystoscopies. Avant, on avait peut-être, je sais pas, 10 personnes dans la salle d'attente. Et maintenant, avec les distanciations sociales et physiques, on ne peut avoir plus que 4 ou 5 personnes dans la salle d'attente. Donc, ça réduit aussi le nombre de patients. Et aussi, après la situation actuelle, il y aura aussi des délais d'attente allongés pour que les nouvelles personnes puissent participer au programme de dépistage, parce qu'il va falloir déjà absorber les 2 premiers impacts dont je vous ai parlé. Donc, nous avons essayé de voir quel était l'impact de ces changements à différents moments, avec les différentes interruptions et les confinements. Et ce qu'on a constaté, c'est que si on a un retard de 6 mois, comme ce qu'on a vu pendant les 2 premières vagues, l'opportunité pour un diagnostic plus précoce pour 19 000 adénomes ou polypes colorectaux sont ratés. Sur ce, eh bien, 2000 seraient des adénomes avancés, donc auraient une situation clinique et pourraient devenir des cancers. Donc, sur la vie d'une personne qui serait affectée par ces interruptions, par ces dépistages ratés, on aurait environ 2200 plus de cas de cancer colorectal et 60% d'entre eux seraient détectés à un stade avancé de la maladie, stade 3 ou 4. Et donc, on ajoute 30 000 années de vie pour ce qui est de l'impact. Donc, ce sont des chiffres tout à fait alarmants et montrent bien que l'impact de la COVID-19 sur le dépistage du cancer colorectal sont vraiment considérables. Il va falloir s'adapter et relever le défi. Nous avons déjà commencé à voir des solutions pour pouvoir renforcer la résilience du système. Ce que l'on fait maintenant, quels sont ces changements? Eh bien, on commence à avoir de plus de tests fécaux, donc moins de colonoscopie peut-être pour une personne moyenne, parce que ça nécessite de venir sur place, hein. Ça demande également beaucoup de ressources, ça prend du temps. Donc, pour les personnes asymptomatiques, eh bien, le test prioritaire serait le test fécal et pour les autres, on ferait les colonoscopies et les autres tests. On vise également à identifier ces patients à risque plus élevé de la maladie et de les privilégier pour la colonoscopie. Et nous travaillons également pour mieux collecter et mieux comprendre l'écart entre les diagnostics et les soins afin de pouvoir identifier assez rapidement où on aura ces écarts et de quelle façon on pourra mieux les combler et rattraper. Donc là, chose positive, hein, en tout cas, c'est que ce qu'on a vu à Calgary quand on a réouvert nos centres de dépistage du cancer colorectal, on a vu un grand nombre de patients désireux d'y participer, des gens qui venaient pour l'acte, mais aussi il y avait un nombre de patients qui voulaient participer aux études de recherche pour nous aider à comprendre ces écarts et mieux comprendre quelles étaient les procédures les plus adéquates. Donc les gens nous aident à remettre le système sur pied. Alors, vu aussi un nombre record de patients qui fournissent même leurs tests,
Donc ils entendent les messages, on leur dit voilà, la Covid, il va falloir passer à autre chose, il faut recommencer les dépistages. Donc aussi que le gouvernement se rende compte de la valeur de la collecte de données en temps réel. Et donc, on voit que les choses commencent à avancer, on commence à avoir des investissements pour avoir davantage de collecte de données en temps réel et de surveillance de données en temps réel. Donc, je crois que là, il y a eu un impact considérable de la Covid sur le système de dépistage. Et maintenant, on va peut-être insister davantage sur la nécessité de mieux contrôler les données. Donc, il semblerait qu'on ait retenu quelques leçons et que cela va améliorer le système. Merci, Darren, de nous avoir présenté un peu la façon dont la COVID-19 a retardé la prise en charge des patients et de leur traitement et comment c'est ressenti dans la communauté du cancer colorectal. J'ai vraiment aimé la façon dont vous avez exprimé et détaillé l'intérêt manifesté déjà par les patients pour qu'ils aident à améliorer le système à l'avenir. Je crois que c'est vraiment l'idée et l'inspiration de tout qui sous-tend toute cette conférence. Et donc c'est vraiment c'est pas surprenant, mais c'est gratifiant. Tim, peut-être que je pourrais vous demander un peu votre perspective. Vous pourriez élaborer sur certaines complexités chez les patients que vous avez vus qui ont été exacerbées par la Covid. Et peut-être que vous pourriez nous dire ce qu'il en est de votre enthousiasme pour les perspectives futures et comment vous voyez peut-être certaines opportunités se développer lorsqu'on sortira de la crise de la Covid, j'imagine plus fort qu'avant la crise. Merci Ross. Donc, comme vous l'avez entendu de Barry, l'impact de la Covid sur les prises en charge et Darren a parlé de l'impact de la Covid sur les dépistages. Et ce qu'on peut retenir dans notre étude publiée dans le British Medical Journal, on a étudié 6 autres cancers importants en plus du cancer colorectal et l'impact des retards de dépistage sur les chances de guérir le cancer. On a parlé de thérapie, de radiothérapie et on a fait des études sur 1,2 million de personnes qui ont le cancer. On a remarqué que les délais entre le diagnostic et le traitement ont un impact sur la chance de guérison et de survie dans la plupart des cas. Dans les cas où nous n'avons pas trouvé un lien clair, eh bien, il pourrait quand même persister subsister plutôt un lien, mais il faudra faire plus d'études. L'impact du retard sur la guérison été observé sur en moyenne 6 à 12% des taux de mortalité. Et je vais vous expliquer à quoi ça fait référence. Par exemple, vous avez 1000 personnes qui ont besoin d'être opérées du côlon. Mettons ça en perspective. Il y a environ 20 000 Canadiens chaque année qui ont besoin d'être opérés du côlon. Si vous avez donc 1000 personnes qui ont besoin d'être opérés, on peut s'attendre à ce qu'en 3 ans, les 3 prochaines années, 350 vont mourir du cancer du côlon. Et si vous ajoutez encore 4 semaines de retard supplémentaire, par exemple parce que il y a eu des restrictions liées à la Covid, eh bien, ce retard de 4 semaines pourrait lui-même se traduire par 20 décès supplémentaires. Et si on accroît ce retard à 8 semaines, on s'attend à ce qu'il y aurait 40 décès supplémentaires. Alors, si vous imaginez tout un pays qui fait face à des contraintes d'accès aux procédures et subissent des retards, ça pourrait vraiment s'additionner très vite ces chiffres de décès. Il faut également mentionner que les effets sur la mortalité sont que la pointe de l'iceberg. Il y a des délais dans la prise en charge des traitements qui pourraient avoir un impact sur la qualité de vie des patients ou sur les traitements. Par exemple, avec un cancer du côlon précoce, peut-être qu'il y a juste besoin d'une opération, mais si vous arrivez au stade 3 plus avancé, il vous faudra également une chimiothérapie dans le cadre du plan de traitement. Avec cette complexité, cela pourrait se traduire par plus de toxicité du traitement et des répercussions sociétales et par exemple des pertes de journées supplémentaires dans la main-d'œuvre ou avec des impacts par rapport à votre famille et également à la fin
des effets sur les résultats fonctionnels ou l'aspect cosmétique. Sur l'image corporelle d'une personne, plus le corps sera traité pour lutter contre le cancer, plus il y aura des répercussions sur le corps. Il faut gérer les effets de la pandémie très tôt, certes, et sur cette question de la gestion anticancéreuse, mais il y a des réponses, des solutions à court terme et à plus long terme à prendre pour permettre au système de santé canadien d'être plus prêt et résilient. À court terme, au niveau particulier, de, chacun d'entre nous devons agir sur nos symptômes. On voit déjà que le public est plus disposé à agir, relever les défis liés à la pandémie et retourner se faire dépister quand c'est possible. Bien sûr, il faut mettre l'accent sur l'importance de, euh, tant que c'est possible dans notre région et sécuritaire, dans votre pays ou région, d'aller vous faire dépister. Là où c'est possible, faites-vous vacciner. Et cela vous permettrait d'avoir accès de manière continue au système de santé. D'un point de vue des soins de santé, le système de soins de santé, nous avons établi les cadres d'établissement des priorités pour nous assurer de répartir les ressources de façon équitable. Ces ressources ont été réduites à cause de la pandémie. Il faut voir aussi comment nous fournissons les soins dans le cadre de cette pandémie qui s'est déroulée. Il y a eu beaucoup de recherches faites dans le domaine biomédical et on, on voit vraiment les développements rapides, par exemple en matière de vaccination. Et il y a également beaucoup de recherches sur les services de euh, santé. Et il y a vraiment des changements dans les valeurs et les attitudes que l'on a observées à mesure que la pandémie se déroulait. On a vu, par exemple, pendant la Covid, l'importance d'améliorer et renforcer l'égalité, la diversité, l'inclusion au sein du système de santé et de la société plus général. Alors pour l'avenir, on a appris de la pandémie à renforcer et améliorer notre système de soins de santé et on peut innover de différentes façons. On peut par exemple innover sur la façon de développer notre système et sa gouvernance. Il nous faut des meilleures données en temps réel pour réagir rapidement aux défis. Et il nous faut mieux communiquer sur les risques et communiquer également sur la façon dont le public peut réagir dans des situations sans précédent pour la société ou les patients. Il peut y avoir des innovations sur la façon d'offrir les soins et il faudrait également se pencher sur le continuum de soins. On pourrait se pencher sur des exemples concrets quand on aura notre discussion plus tard. Merci. Merci beaucoup à Tim, Darren, Barry également. Moi, je vois beaucoup d'optimisme et beaucoup d'idées qui ont été partagées dans toutes les présentations que vous venez de nous faire pour nous donner matière à discussion. J'aime bien l'idée de cerner les lacunes de données et de les combler ces lacunes, d'utiliser la technologie de nouvelles façons pour permettre aux gens d'aller accéder à des solutions en dehors du système hospitalier et de santé. Je crois qu'on peut vraiment mieux avancer sur ces deux plans. On va donc bientôt ouvrir la parole aux patients qui va nous dire quels étaient les défis pour obtenir les soins qu'il leur fallait pendant la COVID-19 et ce qu'ils pensent qu'on pourrait faire pour les prochaines étapes. Alors, Barry, à vous la parole. Merci Darren et Tim pour vos présentations très intéressantes. Vous savez, je voulais vous dire que j'ai pensé à tout ce qui se passait pendant la Covid, mais avant, je me demandais aussi où est-ce qu'on était avant la Covid. On a vu les taux de dépistage euh, basés sur la population avec les programmes que nous administrons et nous avons vu que c'était seulement dans 3 provinces qui avaient 60% des gens qui allaient se faire dépister, ce qui est à peu près correspond aux objectifs. Donc, un des problèmes liés à la Covid, c'est le dépistage. On peut empêcher ou prévenir la maladie. C'est beaucoup plus, pardon pour le téléphone qui a sonné, c'est plus simple que de devoir traiter. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, en fait. Donc ce sont là les genres d'idées qui me viennent en tête, en arrière-plan. On peut certainement penser, aux chirurgies, au traitement de radiothérapie,
tout ce qui se faisait avant la Covid. Pensez-vous qu'on pourrait apporter des changements par l'utilisation des données ou autres en raison de la Covid? Ces changements, il faudrait voir s'ils pourraient nous permettre d'être plus résilients pour faire face à un choc comme la Covid ou autre pandémie, mais également de mieux reconstruire le système. Il faut qu'on vérifie comment, qu'on s'assure de voir comment ce qu'on va faire va être en mesure de nous rendre plus résilients, mais améliorer notre situation par rapport à la période de pré-Covid. C'était un peu les questions que je voulais poser à Darren et Tim. Vous pouvez répondre à tout moment. Tim, vous avez l'air prêt, alors à vous la parole. Oui, ravie d'échanger avec vous. C'est vraiment une occasion en or où il y a vraiment beaucoup d'échanges et beaucoup de sensibilisation et de prise de conscience vraiment des trous dans notre système, des lacunes, des lacunes, défaillances dans notre système qu'on avait vu avant la pandémie. Et nous devons donc bien certainement coordonner les données scientifiques en mettant fin aux silos et aux compartiments euh, dans les différentes provinces du pays pour vraiment répondre aux nouveaux défis qui se profileront à l'horizon. Et ça pourrait peut-être être autre chose que la Covid, peut-être quelque chose qu'on pourra prédire qui se passera. J'aime beaucoup cette idée, en fait. C'est vraiment une bonne idée parce qu'un des problèmes que nous avons au Canada, enfin, vu de l'extérieur du Canada, au Canada, nous avons qu'un seul système de santé, mais en fait, on a 10 provinces, 3 territoires. Et donc, on doit vraiment mieux communiquer entre nous. Si nous voulons vraiment abaisser les taux de mortalité généraux par de meilleurs dépistages et autres. Donc, il nous faut vraiment une stratégie nationale. Je suis tout à fait d'accord donc sur l'aspect de la communication améliorée. Peut-être pour répondre à la question de la façon d'utiliser les données pour améliorer la situation. Nous savons qu'il y a un problème si nous pouvons le voir. Donc il nous faut mieux suivre ce qui se passe sur le terrain et des données pour étayer ce qui se passe. Il faudrait par exemple des données agrégées récapitulatives au niveau provincial. Mais au-delà des données agrégées, il nous faudrait plus euh, de données détaillées. On sait que le dépistage n'est pas le même selon les groupes d'âge. Dans certains groupes, ça peut être 60-70% de taux de dépistage et dans d'autres groupes d'âge, 30 ou 40%. Il faudrait vraiment viser plus de taux de dépistage à un taux plus élevé, quelles que soient les tranches d'âge. Et il faudrait voir aussi si cette information nous permettrait d'augmenter les taux de dépistage en toutes les tranches d'âge pour arriver par exemple à 70 ou 113% de taux de dépistage. Je crois certainement qu'on pourrait là améliorer, euh, combler ces lacunes de dépistage. Pas simplement au niveau du dépistage. Je pense qu'on pourrait simplement dire aussi que ça s'applique aussi au traitement. Est-ce que tout le monde reçoit des traitements équitables? Certainement que tout le monde au pays ne reçoit pas les mêmes traitements. Ça, on le sait avec certitude en raison des lignes directrices en matière de remboursement par le gouvernement. Mais il faudrait voir si ces données nous aideraient à donner ou apporter plus d'égalité et d'équité dans les traitements et la prise en charge, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, etc. Et ce, à travers tout le pays. Oui, je suis d'accord. Je crois qu'il y a là l'occasion de raccourcir les délais d'attente pour des chirurgies. Et je pense que ce que nous avons retiré de notre recherche, c'est que même les courts délais pourraient vraiment avoir une incidence positive sur les résultats en matière de traitement. J'ai entendu l'idée de collaborer à travers tout le système. Par exemple, en Ontario, nous voyons des patients qui sont très malades et qui sont transférés donc à Toronto, de Toronto et Brampton vers d'autres régions du Canada qui ont plus de ressources. Et
Je sais que quand il est question du cancer, nous ne parlons pas d'une urgence immédiate. C'est pas le même genre d'urgence que pour quelqu'un qui attend d'être opéré d'un cancer. Il y a différents niveaux d'urgence, mais il faudrait voir comment tirer parti des ressources différentes selon les provinces pour que vous, patients, ne soyez pas à la solde d'un médecin particulier et de ses délais. Et peut-être que si quelqu'un sur une liste d'attente a moins de temps à attendre, vous pourrez peut-être faire une inversion des listes d'attente selon les urgences pour être traité plus rapidement. Un des principaux facteurs qui explique l'inégalité et l'accès au traitement, c'est la réalité géographique. Il y a dans certaines régions du pays des efforts pour faire en sorte que les gens n'aillent pas tous dans les mêmes centres qui deviennent congestionnés dans les zones urbaines denses. Donc il faudrait peut-être trouver, voir quels sont les résultats en matière d'endoscopie, euh, et les dépistages en clinique. En ayant ce genre de données, on pourrait s'assurer qu'un certain niveau de qualité va atteindre un certain niveau de seuil pour des populations qui vont suivre un programme de dépistage. Et donc, ça se fera par un suivi et l'accumulation et la collecte de données. Certainement, c'est une priorité de notre programme pour le prochain cycle. Il faudra vraiment travailler à collecter et recueillir ces données en temps réel. Oui, pardon, Tim. Oui, j'allais simplement dire que recueillir ces données, ces informations très détaillées au niveau du patient et des caractéristiques du patient sera très important à l'avenir. Ça nous permettra de comprendre quels facteurs contribuent à des variations régionales. Il faudra se demander s'il y a des groupes de personnes particuliers qui sont touchées, des populations immigrantes, où les soins ne seront peut-être pas aussi, aussi équitables. Ça nous permettrait peut-être de cibler nos messages pour rejoindre ces groupes, afin de pouvoir rationaliser les soins qui sont offerts et améliorer la prestation des soins. Oui, merci messieurs. Peut-être que nous pourrions céder la parole de retour à Dominique, qui va nous permettre d'entendre certaines personnes qui sont réunies ici pour cette conférence communautaire du cancer colorectal. Ils pourront nous faire part de leurs idées, les défis des derniers mois. Dominique, à vous. Merci. Merci à vous tous de nous avoir fait part de cette perspective positive et d'avoir parlé des répercussions de la COVID-19 sur la communauté du cancer colorectal. Maintenant, nous donnons la parole à l'auditoire pour entendre leurs questions. Ça sera sans doute la dernière séance donc de la journée, mais nous avons encore beaucoup de personnes qui posent des questions et qui participent vraiment activement. C'est génial. Première question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que l'investissement dans la détection précoce, donc au niveau des médecins de famille, est trop faible par rapport aux investissements faits par le Canada dans les diagnostics, dans les soins post-diagnostiques? Alors ça, c'est une question pour un épidémiologiste, moi-même. Oui, docteur Brenner, vous voulez peut-être répondre? Oui, certainement. C'est une excellente question et je dirais absolument que c'est vrai. Nous avons fait un travail sur les rendements sur l'investissement pour certains programmes préventifs, des programmes de santé familiale et l'adhésion en matière des dépistages. Et il semblerait que ce soit très rentable pour ce qui est de réduire les coûts subséquents de traitement à long terme. Donc, j'encouragerais vraiment les gouvernements à investir dans des activités de prévention, non seulement parce qu'elles sont rentables, ces activités, mais parce que elles mènent à des avantages et des retombées positives très élargies, pas simplement pour les patients du cancer colorectal. Ça a tendance à être bénéfique pour tout type de cancer et d'autres maladies circulatoires et cardiovasculaires. Donc, certainement que je préconise plus d'investissement dans la prévention primaire. Y a-t-il des commentaires supplémentaires sur ce qui vient d'être dit? Eh bien, je me demande juste d'où viendra l'investissement, parce qu'on parle souvent de la prévention primaire et de son importance, et c'est toujours une
priorité pour tout le monde. Et quand il s'agit vraiment de joindre les gestes à la parole par des fonds, c'est là où le bât blesse, parce que là, les budgets entrent en ligne de compte et les budgets suivent des cycles qui sont difficiles à changer à mi-parcours. Mais je pense qu'en raison de la conséquence de la Covid, ce serait peut-être un moment opportun pour changer les choses. Les investissements, je crois qu'ils seront le fait de partenariats public-privé. J'aimerais voir cette occasion saisie par le gouvernement fédéral pour que le gouvernement fédéral travaille avec le secteur médical et les universitaires pour promouvoir ce type d'investissement. En plus, je pense que le docteur Brenner parlait de l'inclusion de données. Et d'ailleurs, la docteure Anna aussi parlait des données. Sans données, il est vraiment très difficile de prendre ces décisions et ça se traduit par des conséquences importantes. Et donc, pour renforcer la résilience de notre système, c'est vraiment ce que nous devons faire. Ross ou Tim, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Tim? Juste pour dire que c'est juste un aspect de l'aspect rentabilité des investissements. Mais quand vous pensez les coûts incroyables pour la thérapie liée aux thérapies avancées, pour les cancers qui sont plus difficiles à guérir, vraiment, ça, c'est un autre argument pour investir très tôt dans le processus pour attraper le cancer à temps, parce que certains cancers ne peuvent pas être guéris. Donc ça donne encore plus un aspect de rentabilité. Oui, pas d'autres questions ou des commentaires de Tim? Merci. Donc dans la discussion, nous avons parlé un peu du dépistage. Nous avons ici une question. Qu'est-ce qui se passe pour les patients qui ne sont pas à haut risque? Par exemple, ceux qui sont, au sein de la population, à âge précoce, parce que les colonoscopies sont encore moins accessibles. Alors comment peut-on vraiment, voir, ce qu'il en est des patients asymptomatiques qui sont considérés être à faible risque et pour qu'ils soient dépistés? Oui, je vais essayer de répondre. Je sais par exemple qu'il y a aussi une modélisation sur cette, population. C'est une drôle de coïncidence qu'aujourd'hui, heu, il y a des nouvelles lignes directrices émises aux États-Unis pour abaisser l'âge de dépistage à 45 ans. Ça m'aurait aidé parce que moi on m'a diagnostiqué à 40 ans quand on m'a dit que j'avais la maladie métastatique et c'est certain donc que, il y a une tendance qui s'observe en ce moment. On voit, comme nos experts l'ont dit, des jeunes de 22 ans qui sont, diagnostiqués et c'est vraiment un grand choc. C'est toute une génération de jeunes patients qui doivent gérer tout un tout autre éventail de conséquences très jeunes. Donc nous devons vraiment nous pencher sur ce problème au Canada et je pense que le système a été plutôt réticent à abaisser l'âge de ce dépistage. Mais on voit ce qui a été fait aux États-Unis et ce qui se passe ailleurs dans le monde avec la prévalence de cette maladie chez les plus jeunes. Donc peut-être qu'on ne va pas le faire immédiatement. On va voir d'abord ce qui se passe aux États-Unis, mais je crois que ça viendra au Canada aussi. Et c'est d'autant plus important pour nous de rejoindre les plus jeunes qui auraient des signes, symptômes de la maladie, de les mobiliser, mobiliser aussi les médecins de famille pour pas qu'ils écartent des patients éventuels. Et ça, c'est important. Vous savez, les directrices, bon, elles connaissent pas des distinctions d'âge. On dit 45 ans, mais ça peut être avant que la maladie apparaît. Donc, je pense qu'il faut évaluer de manière continue ce que nous ferons sur la catégorie de détection du cancer à un âge précoce. Pardon, allez-y, Darren. Pendant que j'écoute Barry parler, et nous avons entendu parler plutôt de la population plus jeune qui est aux prises avec le cancer colorectal et ces diagnostics-là. Est-ce qu'il y a des mesures de sensibilisation qu'on pourrait prendre pour rehausser justement cette éducation à l'importance de faire plus de dépistage chez les jeunes? Oui. Juste pour reprendre un peu ce que Perry a dit par rapport à la compréhension des symptômes. Et d'ailleurs, Cancer Colorectal Canada fait un superbe travail en administrant un sondage
On a demandé pour les jeunes à un âge précoce quel était leur historique, leur cheminement. Eh bien, il signale qu'il y a des symptômes assez cohérents, assez systématiques. Cela permet ensuite d'avoir un diagnostic et accès aux soins. Donc je pense qu'il faudra plus d'études multidisciplinaires qu'on commence à faire, de même qu'avec la communauté de gastro-entérologues. Et on pourra ensuite faire un tri parmi les patients éventuels pour trouver les patients qui ont les symptômes à prendre en charge. Il faudra également travailler de concert avec les spécialistes, les médecins de famille, en dehors de la communauté des patients atteints de cancer. Ça permettra vraiment d'attirer l'attention sur les symptômes qui sont vraiment qui nous alertent. Et on pourra également discuter de la possibilité d'abaisser l'âge de dépistage à 45 ans pour augmenter la quantité de personnes dépistées au Canada. Ça prendra donc un travail multidisciplinaire et ce travail pluridisciplinaire est déjà fait. Et il faudra établir également une priorisation des patients selon les tranches d'âge et les groupes d'âge. Merci. Hmm, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez ajouter, docteur Hanna? Oui, eh bien, en réfléchissant à ce qui s'est passé durant la Covid, on se rend compte que le cancer se présente sous différentes formes. Et ce n'est pas tout le monde qui aura des indications, des lignes directrices en matière de dépistage. Ils vont peut-être avoir quelques vagues symptômes et ils n'auront pas la possibilité d'avoir accès à leur médecin de famille. Ou peut-être que le médecin de famille aura une préoccupation, mais ne pourra pas rejoindre un spécialiste pour euh, ré- et donc pour recommander le patient se spécialisant qu'il nous faut voir comment notre système est fait et avec les filets de sécurité qui existent parce que parfois on peut avoir des surprises inattendues. Et cela témoigne donc de l'importance d'avoir un accès solide à une prise de soins pour euh, euh, tous ces patients. Mm. Euh, eh bien, d'après les ouvrages scientifiques publiés, nous savons qu'il y a des personnes entre l'âge de 28 et 39 ans qui ont un cancer colorectal. Et je me demandais si vous, comme radiothérapeute, à Kingston, vous avez vu ce genre de cas chez les jeunes. Oui, nous avons eu des cas. Moi, je ne traite pas le cancer rectal, mais je dirais que pour cet âge, tranche d'âge, ce groupe a affiché des taux plus élevés de dépistage que par le passé. Notre question de l'auditoire. Le Canada et les provinces, où se situe-t-il pour utiliser les technologies de ctDNA à des fins de diagnostic? Il y a donc un organe que nous connaissons qui fait des évaluations avancées, des dépistages de cancers avancés. C'est un peu différent de ce qui se fait aux États-Unis, cette technique ctDNA, où nous trouvons, nous sommes quand même encore loin euh, des niveaux optimaux, autant aux États-Unis qu'au Canada, mais on ajoute également des biomarqueurs dans ces tests, ce qui permettra d'élargir l'utilisation à différentes finalités. Mais je pense que c'est en cours. Donc on parle de l'ADN tumoral circulant. Le ctDNA, c'est l'ADN tumoral circulant. Ce biomarqueur, je crois qu'il va avoir des évolutions dans son utilisation. Et euh, on pourra également voir ce qu'il en est des programmes personnalisés et des programmes anticancéreux et les programmes de prévention. Il faudra voir vraiment comment donner accès aux patients à la fois aux ressources pour les diagnostics et les traitements. Je pense que nous sommes plus près que jamais du but. Je n'ai jamais vu autant d'intenses
activité au Canada que cette dernière année sur ce sujet. Et je pense que nous allons tourner autant vers la Colombie-Britannique où Connexia se trouve et on va se tourner vers l'Ontario où on va commencer à avoir, je pense, des changements et de nouvelles lignes directrices. Et il y aura un séquençage pour l'ADN et pour une nouvelle génération également. Donc je vois beaucoup de choses allant dans cette direction. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez ajouter en termes de sujet, docteur Brenner? Oui, alors peut-être que je pourrais ajouter que bon, c'est peut-être pas pour l'avenir immédiat, mais il y a également un grand nombre de types de dépistages qui sont en train d'être évalués, qui peuvent donc détecter des traces d'ADN circulant ou des profils d'ADN qui reflèteraient des changements dans l'intestin qui pourraient prédisposer au cancer colorectal. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent dans le domaine privé, le domaine public. Donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps avant que ce soit disponible pour tout le monde, mais je pense quand même que dans un avenir pas trop lointain, il y aura de nouvelles choses. Il y a des essais cliniques qui ont lieu également. Je crois qu'il y a pas mal de demandes hein, parce que une prise de sang, c'est tellement plus facile qu'une colonoscopie. Ça, c'est sûr, hein. Alors, nos recherches montrent également que bon, les choses avancent. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre notre système de soins de santé plus résilient? C'est une bonne chose. Alors, j'aimerais également avoir votre point de vue avant que l'on termine cette session. Alors, je sais qu'on a eu un peu de commentaires sur dans la conversation, mais comment est-ce que vous voulez recueillir toutes ces solutions pour pouvoir vraiment apporter votre pierre à l'édifice et renforcer le système, le rendre plus résilient et mettre à profit ce qu'on a appris avec la pandémie. Ross, je vais commencer par vous. Merci Dominique. Je crois que c'est une excellente question. Souvent, le problème, c'est que, eh bien, ce ne sont pas les mêmes personnes donc celles qui doivent gérer les technologies et celles qui doivent gérer les coûts des soins de santé ne sont pas les mêmes personnes. Et il n'y a pas toujours un alignement optimal entre ces deux mondes, hein, malheureusement. Alors si individuellement et collectivement on parvient à parler la même langue et à faire passer les mêmes messages à ces deux parties de l'équation pour que l'on investisse dans l'innovation et la technologie et que cela soit fait aussi pour répondre aux besoins des patients. Et donc, il s'agit aussi de remonter le courant, si vous voulez, pour pouvoir dépister les gens plus tôt et d'une façon qui soit aussi efficace sur le plan des coûts. Là, je pense que ce sont des messages que l'on peut envoyer à ces acteurs multiples. Voilà. Ces gens qui ne travaillent pas encore ensemble, mais peut-être qu'on pourra y parvenir petit à petit. Effectivement. Alors, je vais vous demander votre point de vue à vous tous. Alors, docteur Anna, selon vous, comment est-ce que l'on peut recueillir ces solutions pour pouvoir rendre le système plus résilient? Alors, je crois que finalement, ça revient à la collaboration, la communication, travailler ensemble. Comme on le fait là aujourd'hui, on échange des idées et on essaye de comprendre les différents points de vue sur le sujet. Je crois que on aura besoin de rencontres supplémentaires. Je sais que Barry, elle l'a déjà en tête. Et je pense qu'il y a pas mal de groupes qui sont représentés ici aujourd'hui et chacun peut faire avancer la discussion dans sa propre sphère d'influence et continuer à poser les questions que nous posons en ce moment afin de ne pas perdre cet élan et effectivement changer le système. Merci, Adécorana.
Docteur Brenner, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Comment est-ce qu'on peut vraiment rassembler toutes ces voix? Alors, moi, j'aimerais juste dire que l'interruption dans le dépistage et dans notre travail a effectivement montré que ce que nous faisions était efficace et avait un sens. Et donc ça, on peut montrer au système et aux décideurs que on peut véritablement avoir un impact avec nos actions. Donc, construisons les choses de façon encore meilleure. Et parfois, même des petits changements peuvent avoir des conséquences importantes sur la vie des patients à l'avenir. Donc, les discussions ont lieu. Je crois que les gens sont en train d'essayer de trouver des solutions du fait des problèmes. Il y a des discussions multidisciplinaires qui ont lieu en ce moment pour la première fois, et ça, c'est tout à fait motivant. Et je suis convaincue que cela nous permettra de revenir à la situation dans laquelle nous étions et véritablement faire la différence, et en mieux. Merci, docteur Brenner. Mary, je sais que cela vous tient à cœur. Alors, du point de vue des patients et de l'association, souhaitez-vous dire quelque chose? Tout à fait. Alors, tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier le docteur Brenner, le docteur Anna et Ross pour la session d'aujourd'hui, mais aussi, surtout, pour leur travail continu dans ce domaine. Parce qu'évidemment, tout ne se fait pas en une fois, ni même en un an. C'est quelque chose que nous devons construire ensemble. Et ce qui est incroyable, c'est que vraiment tout le monde a envie d'intégrer le point de vue du patient. Et ça, on en a besoin. Parce qu'au bout du compte, c'est le patient qui est impacté par la Covid. C'est notre prise en charge du cancer qui a été impactée. Donc, il y a des leçons à en tirer. Il y a des choses positives. La santé virtuelle en fait partie, par exemple. Il y a toutes sortes d'autres choses que l'on peut faire pour reconstruire notre système et le reconstruire en mieux. Et on a besoin que tout le monde, les patients, les proches aidants, les professionnels, les universitaires, les épidémiologistes, les oncologues, les chirurgiens, tout le monde, on a besoin que tout le monde y contribue. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez nous en faire part à Cancer Colorectal Canada. Vous pouvez nous faire part de vos idées, de vos suggestions. Il y aura une autre rencontre cet été et nous pourrons intégrer des nouvelles idées également avec la coalition pour les soins de santé résilients, dirigée par Ross. Et nous allons également travailler avec d'autres universitaires et j'espère qu'on pourra aussi inclure nos politiciens. Et peut-être que voilà, ça fera l'objet des débats pour la prochaine élection. Alors, sur ce, Barry, j'aimerais vraiment tous vous remercier pour une séance fort intéressante et j'espère que l'on pourra ainsi améliorer notre système de soins de santé après cette année difficile. Donc voilà, on peut tous contribuer à la discussion. Nous allons donc passer aux remarques de la séance de clôture et je vous remercie tous les quatre pour cette excellente session. Merci beaucoup. Donc, nous espérons que vous avez vraiment trouvé cette journée intéressante. On a vu toutes sortes de personnes formidables. En tout cas, c'est mon cas. Moi, j'ai hâte d'être à demain. Aujourd'hui a été une journée d'inspiration, des contenus vraiment très riches pour éduquer les gens, pour leur donner le pouvoir, les membres de la famille, les proches aidants, les patients. On a parlé également de plans de traitement, intégrés, de médecine intégrative, de résilience système de santé. Alors, Barry, vous allez nous dire quelles ont été vos impressions après cette journée. Bien, merci beaucoup, Dominique. Vous avez fait un travail incroyable pour tout coordonner avec le personnel et aussi toutes les personnes qui sont responsables des aspects techniques aujourd'hui. Alors, c'est une expérience assez nouvelle, je dois le dire, et j'espère que les gens ont eu la possibilité d'aller dans les différents stands d'exposition, également prendre la photo. Hein. Prenez autant de photos que vous voulez pour avoir la bonne photo.
Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les sessions m'ont vraiment marquée. J'ai entendu les histoires de défense de ses propres intérêts, l'impact émotionnel aussi du cancer colorectal avec Mary Jane Esplin. Ça, c'était très émouvant. Le témoignage de Samantha aussi m'a touché, il nous a touchés nous tous, j'en suis certain. Alors, mon seul regret, peut-être, c'est que je n'ai pas pu participer à la session sur le choix de la trajectoire. Allez, malheureusement, mais la prochaine fois, je, je regarderai les films après la conférence et vous aussi, vous pouvez le faire afin de voir ces différentes présentations. Il y a aussi la présentation du Dr Hauser, la médecine intégrative. Il y a aussi la présentation faite par Matthew Ross, qui savent très bien ce que c'est que d'être un proche aidant, et aussi la personnalisation du traitement avec le docteur Boutros et la docteur Loisel et les autres. C'était vraiment formidable. Mais vraiment, ce qui m'a peut-être le plus marqué en tant que patient diagnostiqué étant jeune, c'était la présentation euh, sur ce point-là, justement, en fait. Et je dois dire que j'avais la gorge nouée. Et enfin, j'aimerais remercier Tim, j'aimerais remercier Ross et Darren pour cette dernière discussion. Alors, je sais que c'était peut-être un petit peu long. On est passé de l'individualisation de chaque élément, des histoires personnelles, au renforcement du système. Mais je pense qu'il faudra se le rappeler à l'avenir, si on veut avoir des soins de bonne qualité, il faut absolument reconstruire notre système en mieux. Alors, à nouveau, j'aimerais remercier euh, les entreprises qui nous financent, qui ont leur propre stand également, sont dans le lobby et j'ai hâte de vous voir demain. Merci à tous et on vous voit demain. Merci.